Aujourd'hui, dans notre podcast Bourdin Média, je reçois Caroline Yadan. On a beaucoup parlé de la proposition de loi de Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend, entre autres, Israël, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon est raciste. L'antisémitisme est une forme de racisme. Donc c'est un raciste. Oui. Pourra-t-on dire que l'État d'Israël est criminel, raciste et génocidaire ? Mais bien sûr. À l'époque, la pension que je devais recevoir, je ne la recevais pas toujours. Et parce que il y avait 3 enfants, ça coûte beaucoup d'argent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Apparenté. Député apparenté. Mais ça veut dire quoi, apparenté ? Ah oui, c'est pas connu, mais ça existe en fait. Oui. Et il y a beaucoup de députés apparentés en fait quand vous allez sur le site de l'Assemblée nationale. Apparentés, oui. C'est-à-dire que on est totalement libre et indépendant du point de vue de la parole, du point de vue du positionnement, mais on reste attaché à un groupe parlementaire parce qu'il est important de rester attaché aussi pour avoir des moyens d'action importants. Et je reste attaché au groupe parlementaire auquel j'appartenais précédemment. Vous avez défendu des victimes dans des affaires liées à l'antisémitisme, dans des affaires liées à des violences graves. Vous êtes militante contre l'antisémitisme. Vous vous battez contre l'antisémitisme. C'est la raison pour laquelle vous êtes engagée en politique ? Alors, c'est un des engagements qui est le mien depuis des décennies, depuis que je suis adolescente, puisque j'étais... déjà militante associative à mon adolescence et que j'avais même reçu, vous voyez, le prix de la meilleure militante en colo. J'étais au scout et après j'étais en mouvement de jeunesse et j'avais reçu le prix de la meilleure militante. Et donc, à cette époque, j'étais déjà très engagée contre le racisme, l'antisémitisme. Ensuite, j'étais à SOS Racisme. Et donc, mais j'avais d'autres combats qui étaient aussi le droit des femmes, qui étaient aussi contre la peine de mort. Enfin, voilà, des valeurs qui étaient les miennes. Et puis ensuite, j'ai créé une association sur les inégalités de destin pour aider les jeunes à trouver des stages. Donc, une vraie vie militante associative, mais jamais, en fait, engagée en politique, parce que la politique m'apparaissait un monde totalement inaccessible, avec vraiment quelque chose que je ne fréquentais pas. Voilà. Et mais puis, comment êtes-vous entré en politique ? Et voilà, ça a changé en 2017, puisqu'Emmanuel Macron a proposé quelque chose de très novateur à cette époque. Il disait, vous n'avez qu'à cliquer sur une petite souris d'ordinateur pour vous engager dans un mouvement et pour participer au programme présidentiel avec cette idée-là qu'on pouvait dépasser les clivages, qu'il y avait des choses bonnes à prendre à droite, des idées bonnes à prendre à gauche. Et donc ça m'a plu. Et puis l'idée de me dire, à l'époque, j'étais déjà donc avocate, évidemment, de pouvoir influer ou en tout cas donner des idées sur un programme présidentiel à venir, c'était très, très novateur et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée à ce moment-là en politique. Vous avez cliqué ? Exactement, mais pas du tout avec une ambition particulière, ni de devenir députée ou autre. Voilà, c'était vraiment un engagement local pour participer comme citoyenne à la vie de la cité, ce qu'on avait la possibilité de faire. Vous savez, je me rappelle en 3e, à l'époque, on faisait des sortes de rapports ou d'exposés. Et mon exposé, c'était déjà sur les camps de concentration, vous voyez, d'extermination des nazis et sur la montée du nazisme, etc. Donc, c'était effectivement quelque chose qui me tenait à cœur. Mais à un moment donné, quand on a la possibilité, presque par hasard, en fait, de devenir député, parce que je ne l'ai pas choisi, on m'a appelé pour me dire... Vous aviez cliqué, on vous a appelé ? Non, en 2017-2022, je suis militante. Vous êtes militante, je commence à travailler sur des sujets, justement sur les femmes avec Marlène Schiappa, sur la laïcité avec Jean-Michel Blanquer. Je fais des conférences aussi à l'Assemblée nationale, etc. Donc vous êtes toujours avocate à ce moment-là ? Je suis toujours avocate. Je suis aussi dans un réseau d'entrepreneurs. Donc j'ai une vraie vie locale, associative et locale, et puis d'avocat. Et puis en 2022, à l'époque, Stanislas Guerini m'appelle. Il va être ministre, il le sait. Et il me dit, je te vois bien à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça te dirait d'être ma suppléante ? Et là, je me rappelle, je suis dans la rue.
c'est un matin, vendredi matin, je fais mes courses et je cherche quelque chose où m'asseoir parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et je lui réponds immédiatement, mais un grand oui, parce que ça fait sens, non seulement par rapport à mon militantisme, mais pas que, par rapport aussi à l'avocate que je suis, d'être au cœur de la loi. C'est un cadeau qu'il m'offre à ce moment-là extraordinaire. Et puis en 2024, au moment de la dissolution, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on m'appelle, je repartais comme suppléante de Stanislas Guérini à Paris, puisque donc pendant 2 ans, j'avais été députée de Paris. Et en 2024, eh bien, mon téléphone sonne et on me dit, est-ce que tu veux pas te présenter dans la 8e circonscription des Français de l'étranger? Et là, je dis, mais c'est une plaisanterie. Et on me dit, pas du tout. Et là, je me dis... Vous saviez, la 8e circonscription, vous saviez... En fait, pour moi, elle les était pays qu'elle imprenable. englobait. Mais oui, mais en fait, Vous d'abord, saviez, elle était imprenable parce que ça faisait c'était Meyer Habib qui était député. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est une plaisanterie. Enfin, voilà, Oui. je pourrais jamais... Et on m'a dit, ben si, en fait, il n'y a que toi qui est en mesure de battre éventuellement Meyer Habib. Donc, c'est devenu presque une évidence. Mais vous connaissiez le périmètre de cette circonscription? Alors, pas du tout, pas non? du tout. Vous ne saviez pas que ça allait de l'Italie, du Vatican à Israël. Quand je dis pas du tout, je savais quand même un peu, mais je ne savais pas exactement quelle était cette circonscription. Et puis, je ne m'étais jamais imaginé pouvoir un jour devenir députée de la 8e. Donc, vraiment, c'est vraiment un parcours de vie. En 1 an, j'ai fait tous les pays de ma circonscription. Je me suis déplacée systématiquement tous les mois ou tous les mois et demi dans tous les pays de ma circonscription. En Italie, par exemple, j'ai déjà été 5 ou 6 fois. J'ai été déjà 3 fois en Grèce. Je suis allée dans tous les autres pays. Et il me tient à cœur d'essayer de régler les problèmes des Français de l'étranger qui sont des problèmes administratifs, fiscaux. Et par exemple, sur les Français d'Italie, j'ai été très, très investie sur une difficulté pour les retraités, une problématique de double imposition. Pendant des années, il n'y avait pas... les Français d'Italie ne savaient pas de bonne foi qu'il était nécessaire de faire 2 déclarations, une en France et une en Italie. À partir du moment où ils touchaient leur retraite en France, ils faisaient leur déclaration en France. Sauf qu'à partir de 2021, les choses ont changé. Il y a des retraités qui touchaient 2 000 €, 1 500 € par mois, qui se sont vus pénalisés en devant payer des sommes astronomiques, 50 000 €, 30 000 €, 80 000 €. Donc c'était vraiment, et ça continue de l'être encore, quelque chose de terrible pour ces familles-là. Et j'ai vraiment pris ce sujet à bras-le-corps en disant il va falloir essayer de trouver une solution pour ces retraités-là. Et alors, on a travaillé ensemble avec Laurent Saint-Martin, anciennement ministre des Français de l'étranger, et puis Éléonore Carrois, et on a réussi à faire avancer ce dossier. Bon, je vais revenir sur votre proposition de loi qui a fait couler tant d'encre. Je reprends une déclaration que vous avez faite, je crois que c'était en 2024, et qui a fait énormément de bruit. Je vous cite, « Je veux que lorsqu'on devient français, on signe une déclaration reconnaissant l'État d'Israël. » Vous le vouliez ? Est-ce que vous le demandez toujours? C'est vrai ou faux? Mais ça c'est pas. D'abord, ça n'a rien à voir avec ma loi. Et non, rien à voir avec votre proposition de loi, on est d'accord. Mais c'est vrai ou pas? C'est quelque chose que j'ai dit dans une réunion comme ça, parce que je prenais l'exemple de l'Allemagne à ce moment-là. Donc c'était après le 7 octobre, et l'Allemagne avait décidé à ce moment-là que lorsqu'on devenait allemand, eh bien, il y avait la nécessité, puisque en fait, on sait que l'appel à la destruction ou à la négation de l'État d'Israël, c'est aussi une forme d'antisémitisme. L'Allemagne l'avait bien compris à ce moment-là et avait décidé, dans le cadre, je crois que c'était un décret, qu'il y avait, au moment de l'acquisition de la nationalité allemande, cette nécessité de dire, en fait, Israël est un pays qu'on reconnaît. Donc, c'était dans ce cadre-là, je parlais de l'Allemagne et j'avais dit, moi, je souhaiterais que ce soit aussi le cas en France. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec votre proposition de loi. Je suis d'accord, mais vous faites toujours, vous le demandez toujours? Non, c'est pas d'actualité. Non, mais vous l'avez dit. Vous le demandiez, vous le vouliez. Mais à ce moment-là, je disais que c'était effectivement. Et maintenant, vous le demandez toujours ou pas? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ma proposition de loi et surtout le projet de loi du gouvernement. Je vais y venir. Mais Caroline Yadan, est-ce qu'il faut de marquer? Non, mais c'est de marquer aujourd'hui ce qu'est
l'antisémitisme, ce qu'est devenu l'antisémitisme, les nouvelles formes d'antisémitisme, cette haine des Juifs-là qui fait que les Juifs en France aujourd'hui ont leur bagage imaginaire dans l'entrée et qu'ils s'imaginent les prendre à tout moment. Est-ce qu'on imaginait on est, je crois, à peu près de la même génération. À quelques années près. Plusieurs années près. Voilà. Mais est-ce qu'on imaginait, cher Jean-Jacques, à notre époque, que le plus jamais ça se transformerait en plus jamais ça? Oui, mais tout de même. Ou en plus jamais ça, oui, mais. En 1989, quand la France descend dans la rue, après Carpentras, c'est une tombe en fait qu'on a profanée à Carpentras. Il n'y a pas eu une attaque antisémite d'une personne ou un meurtre. La France entière en 1989 descend dans la rue parce qu'il était inimaginable. Elle ne descendrait plus. Mais elle n'est pas descendue. Est-ce qu'elle est descendue pour Ilan Halimi? Alors, elle est descendue là, effectivement, et c'est heureux. En 2023, elle est descendue. À la marche contre l'antisémitisme. Mais avant, il y a eu, je vous rappelle, 11 assassinats de Juifs, parce que Juifs. Qui étaient descendus dans la rue pour Ilan Halimi, pour Mireille Knoll. Pendant des années, on a vu cet antisémitisme s'en prendre aux Juifs, physiquement, c'est-à-dire assassiner des Juifs parce que Juifs. À Toulouse, on a tué des enfants à bout touchant, qui avaient la tétine dans la bouche. Qui est vraiment descendu dans la rue à ce moment-là? C'était quelque chose d'effrayant qu'on voyait monter, avec évidemment des condamnations, des bougies, etc. Mais donc, à un moment donné, le législateur que je suis se dit qu'à la place où je suis, on ne peut plus laisser passer ça et il faut nommer les choses. Nommer ce qui est tout simplement. Nommer qu'aujourd'hui, le sale Youpin d'hier a été remplacé par le sale sioniste génocidaire que 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite. Dire que ces étudiants-là, aujourd'hui, choisissent leurs études en fonction des lieux où il règne plus ou moins d'antisémitisme. Vous voyez, quand je dis, quand on m'a dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment le moment de votre loi? Mais est-ce que moi, je sais expliquer au père qui me téléphone, parce que mon téléphone, malheureusement ou heureusement, est récipiendaire de beaucoup d'actes antisémites, et c'est tous les jours, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que je sais expliquer à ce père de famille qui me dit quelques jours avant que ma loi passe à l'Assemblée, que son fils en CM2, il a été mis la tête dans les toilettes en étant traité de sale sioniste par ses camarades. On est en CM2. Est-ce que moi, je sais expliquer à toutes ces personnes-là qui me disent qu'est-ce qu'on va faire? Madame Yadan, on est bien en France. On est chez nous en France. Pourquoi on est essentialisé? Pourquoi, en tant que juif, on est israélisé systématiquement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que moi, législateur, je peux laisser faire sans réagir? Donc, c'est une loi à laquelle non seulement j'ai réfléchi, mais sur laquelle j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant plus d'1 an. J'ai saisi le Conseil d'État parce que, en tant que juriste et en tant qu'avocate, il était important pour moi de ne surtout pas porter atteinte aux principes fondamentaux qui régissent notre République. Et parmi les principes fondamentaux, il y a la liberté d'expression. C'est vrai qu'on a entendu, moi, dans toute ma jeunesse, plus jamais ça. Et c'est vrai qu'on acquiesçait, on était tous d'accord. Vous pensez que les Français ne sont plus comme ça? Franchement. Vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, finalement, la Shoah, l'extermination des Juifs, ouais, d'accord, c'est terrible, mais... Non, je pense que la France n'est pas antisémite, très clairement. Vous avez un sondage IFOP qui démontre que 82% des Français estiment que l'État doit agir plus fermement contre l'antisémitisme. Sauf que, aujourd'hui, il y a un courant qui est de plus en plus... je dirais, audible à cause notamment des réseaux sociaux et à cause d'un parti politique qui s'appelle LFI, qui remet la haine des Juifs et l'antisémitisme sur le devant de la scène, comme si on pouvait à nouveau le banaliser sous couvert de progressisme, sous couvert de droits humains.
sous couvert de morale. Et donc, en fait, c'est ça ce qui fait extrêmement mal. Et c'est sans doute aussi à la fois l'indifférence et à la fois le silence. Le silence et la lâcheté, l'absence de courage de ceux qui pourraient dénoncer et qui ne dénoncent pas. Et voilà, donc c'est pour ça que cette majorité silencieuse, dont je suis absolument certaine qu'elle n'a rien d'antisémite, et on l'entend moins que cette parole antisémite qui est devenue une parole, somme toute, qui traverse le débat public. Nous allons essayer de comprendre pourquoi elle est si présente, cette parole. Et qu'est-ce qui la nourrit, cette parole? C'est intéressant, Caroline Yadan. Mais je m'arrête, puisque vous portez une accusation envers LFI. Vous avez demandé l'interdiction, je crois, hein, de LFI. Pas l'interdiction, mais la dissolution. Non, il y avait un petit la dissolution ou pas? C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je savais déjà que LFI était antisémite. C'est antisémite, LFI? Ah, oui, c'est un parti antisémite? Ah oui, très. Mais LFI. Et pourquoi mais attendez, mais le parti n'a jamais été condamné pour antisémitisme. C'est même pas moi qui le dis. Il y a eu une décision judiciaire du 6 novembre 2025 qui a affirmé qu'il était loisible dans le débat public de déclarer que LFI était passionnément antisémite eu égard à l'ensemble des pièces et des preuves fournies au débat, versées au débat, et vous retrouvez l'ensemble de ces preuves, l'ensemble de ces propos, l'ensemble de ces déclarations, l'ensemble de l'entourage de LFI dans un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle « Passion antisémite » de Richard Malka. Et donc, simplement, ce que je veux vous dire, c'est que oui, évidemment, LFI aujourd'hui est devenu le parti antisémite de France, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi ça passe crème, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen était condamné par toute la société. On savait que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Et voyez, lorsque, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a fait ce calembour-là avec les édredons et les milliardaires, on va prendre les cheveux des milliardaires pour en faire des édredons. Il connaît le sens de l'histoire, Jean-Luc Mélenchon. Lorsque Jean-Marie Le Pen fait des calembours de la même espèce, mais il est immédiatement condamné par toute la société. C'est un scandale absolu, mais qui se rappelle que Mélenchon a dit ça. Je ne parle même pas des caricatures, je ne parle même pas des, voyez, d'Epstein et d'Epstein, etc. En fait, il reprend, et c'est très bien expliqué d'ailleurs, vraiment dans le livre de Richard Malka, toutes les poncifs antisémites d'avant-guerre, donc le mythe, la double allégeance, le peuple déicide. Jean-Luc Mélenchon a quand même rétabli l'idée que le peuple juif était un peuple déicide, alors même qu'on ne parle plus de peuple déicide depuis Vatican II. Mais c'est passé crème, encore une fois. Toutes ces déclarations passent crème. Lorsqu'il parle de Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv, ça reprend quoi? Ça reprend les éléments de Drummond, d'avant-guerre, de la double allégeance. Et c'est sans arrêt. Mais on a l'impression que parce que c'est de la gauche... LFI n'a pas été condamné par la justice pour antisémitisme, Caroline Yadan. On est dans l'héritage direct... Pourquoi? On est dans l'héritage direct des Proudhon, on est dans l'héritage direct de la gauche anti-dreyfusarde, de Jules Guesde, etc. Mais parce qu'ils sont très malins. Je vous parlais du peuple déicide, c'est pas condamnable par la justice en tant que tel. Mais oui, mais c'est pas parce que vous voyez, eux ils disent sans arrêt, voilà, cette personne est raciste, etc. Qui n'a pas forcément été condamnée. Et pourtant, on sait que telle personne est profondément raciste. Peu importe. Mais Jean-Luc Mélenchon est raciste. L'antisémitisme est une forme de racisme. Donc c'est un raciste. Oui. À partir du moment où on estime que l'antisémitisme... On ne peut pas faire de hiérarchisation dans les racismes. Le racisme, c'est le rejet de l'autre pour ce qu'il est. Le racisme, c'est le rejet de l'autre être humain, du fait de ses origines. C'est l'essentialisation d'une personne en fonction de sa naissance.
Ça, c'est du racisme. Et l'antisémitisme, on le sait, est une forme de racisme. Je dis qu'aujourd'hui, oui, LFI est un danger absolu pour notre République. Mais alors pourquoi est-ce qu'une partie des Français et une partie des dirigeants, pourquoi toutes ces personnes ne réagissent pas, Caroline Yadan? Pourquoi? Eh bien oui, c'est Je vous pose la question, pourquoi? Mais c'est le problème. Alors, je pense que le PS a une grande responsabilité dans la banalisation de ce parti. C'est-à-dire que le PS, on l'a vu rien qu'au municipal, le PS dit nationalement, il n'y aura pas d'alliance parce qu'on ne salit pas un parti antisémite. Il le dit, le PS. La LFI est devenue antisémite. Il y a un problème d'antisémitisme chez LFI. Et pourtant, on trouve normal qu'il y ait des alliances d'un point de vue local. À partir du moment où on accepte l'inacceptable, où on banalise en fait le mal. On dit, oui, mais c'est pas si grave. On l'accepte. L'antisémitisme, oui, il y a de l'antisémitisme, mais après tout, qu'est-ce qui vaut mieux? Quelques sièges supplémentaires ou pas, ou perdre des Donc sièges vous dites plutôt que de perdre son âme. Le PS a préféré les sièges à la lutte contre l'antisémitisme. Mais toutes ces alliances-là contre nature avec un parti dont on sait qu'il n'est pas fréquentable. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment banaliser le mal et banaliser ce qui devrait être un cordon sanitaire total, absolu. Et c'est d'ailleurs la discussion en interne au PS. Je veux dire, il y en a qui ne veulent plus, qui veulent créer ce cordon sanitaire, qui sont profondément laïques, républicains et qui ne veulent plus de cette tendance-là à D'autres sont ambigus. D'autres sont plus qu'ambigus, oui. Alors, Bardella contre Mélenchon, vous pouvez imaginer ce face-à-face au second tour de la présidentielle? Je vais vous dire, franchement, et ça on l'avait eu cette discussion en 2017 déjà. Oui. Et c'est peut-être aussi un de mes engagements, pourquoi de mon engagement en 2017, c'est le cauchemar absolu. Les extrêmes au second tour de la présidentielle. En 2017, on s'était dit, on était réunis, je me rappelle, avec quelques amis, on s'était dit, mais c'est quoi notre cauchemar absolu? C'est clair, c'est un Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Bardella, extrême droite contre extrême gauche, le cauchemar absolu. Donc je veux même pas l'imaginer, et c'est pour ça que je ferai tout ce qui est en pouvoir de ma petite personne pour pousser un candidat qui sera en mesure de ne pas nous faire vivre ce cauchemar. Le RN est toujours un parti antisémite? Alors, en fait, c'est le RN, moi je m'attache aux faits. Et les faits, c'est quoi? C'est par exemple le RN qui dit lutter contre la radicalité, l'islamisme, n'a pas voté par exemple la loi de 2021, d'août 2021 confortant le respect des principes de la République, n'a pas voté contre les lois antiterroristes, n'a pas voté contre les lois sécurité globale, et puis n'a pas voté par exemple la loi que j'avais présentée avec Mathieu Lefebvre il y a 1 an et demi pour justement mettre quelqu'un comme Soral, comme Alain Soral en prison pour faciliter en fait les mandats d'exécution. Alain Soral, qui est un militant d'extrême droite, qui est plus que ça en fait, qui est négationniste, qui a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce, son fonds de commerce, à la fois sur le site. D'ailleurs, c'est amusant parce que sur le site d'Alain Soral et sur le site Égalité, Réconciliation et Rivarol également, donc les 2 gros sites néo-nazis, on va dire vraiment extrêmement racistes, antisémites, néo-nazis, eh bien, ils font l'éloge de qui aussi aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon qui sauve l'honneur de la France, par exemple. Vous voyez, c'est pour ça quand on dit extrême droite, extrême gauche, il y a quand même beaucoup de points communs. Et puis, je continue sur le RN. Les faits, c'est quoi? Donc, ils s'opposent à beaucoup de lois qui viennent justement lutter contre les combats que moi je porte aussi. Mais il reste aujourd'hui dans les coulisses du Rassemblement national des cadres qui sont
évidemment éminemment problématiques, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, des personnes qui se sont alliées, qui sont associées d'une société de communication qui continue à faire la communication au Parlement européen du RN. Et ces personnes-là sont des anciens Gudard, sont des anciens amis proches de Marine Le Pen. Je veux dire, Jordan Bardella, quand on voit son directeur de cabinet jouer de la guitare en se moquant de la Shoah, on a cette mouvance encore dans les coulisses. Alors oui, il y a une volonté de respectabilité, etc. Mais moi, ce que je remarque, par exemple, sur la loi qui était la mienne, qui vise à lutter contre l'antisémitisme, sur laquelle personne ne s'est opposé quand même en commission des lois, à part l'extrême gauche et leurs alliés. Je veux dire, tout le monde était pour cette loi. Même le PS s'est abstenu. Et à l'époque, enfin, au moment au mois de janvier dernier, donc c'est pas lointain, le RN avait voté pour. Ben là, il n'y a pas eu d'expression publique du RN, et puis il y a plutôt eu des réserves, etc. Donc moi, j'estime aujourd'hui que cette respectabilité est de façade. Qu'en tout état de cause, il y a beaucoup de points communs entre l'extrême gauche et l'extrême droite sur le complotisme, sur par exemple les vaccins, sur l'anti-européanisme, sur les liens avec Vladimir Poutine, et puis donc sur le rapport avec la Russie. Évidemment que pour moi, il y a peut-être un parti qui est effrayant, qui continue à l'être sur plein de sujets. Alors ne parlons pas des sujets économiques, hein. Pour moi, ce serait une catastrophe aussi. Donc oui, il y a un parti qui est effrayant, un parti qui est terrifiant, et j'ai pas du tout envie de choisir entre l'un ou entre l'un. Mais si vous avez Bardella et Mélenchon face à face, vous faites quoi? Non, j'espère vraiment qu'on fera tout. Non mais d'accord, mais imaginons, vous votez pour qui? Alors je sais, peut-être par superstition, je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne veux pas imaginer que ça puisse advenir. Alors je vais revenir sur votre proposition de loi. Vous avez déposé donc une proposition de loi visant, je cite, à lutter contre les formes renouvelées, je dis bien le mot renouvelé est important, de l'antisémitisme, la loi Yadan, retirée le 16 avril. Contre votre avis, Caroline Yadan, franchement. Alors, je vais vous expliquer. Mon texte doit passer le jeudi. Oui. Jeudi. Or, en fait, LFI fait tout depuis le début de la semaine pour retarder tous les textes donc, qui sont sur le temps gouvernemental. Et on sait que le jeudi après-midi, alors que mon texte aurait dû passer selon l'agenda parlementaire, on sait qu'en fait, il reste encore 4 textes à passer. Et que... avant le vôtre. Avant le mien. Que le mien, en fait, ne va pas passer. Ou s'il passe, ça va être vendredi à partir de 22h30. Donc, vu l'obstruction parlementaire annoncée par LFI depuis plusieurs semaines, on sait que le texte ne va pas passer. Et donc, on se dit, OK, à un moment donné, on ne va pas laisser cette victoire-là à LFI, et on va imaginer un autre scénario. C'est vous qui avez eu cette idée? On a eu cette discussion avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Et donc, on se dit, on ne peut pas laisser cette victoire-là parce que cette loi est importante, parce que lutter contre l'antisémitisme est important. Et donc, le gouvernement décide à ce moment-là de reprendre à son compte une loi plus globale sur un projet de loi. Un projet de loi. Et donc non plus une proposition. Avec une force gouvernementale pour envoyer un message et pour dire non seulement on renonce pas à cette lutte contre l'antisémitisme qu'a bien marqué la loi Yadan, mais on va aller plus loin dans un projet de loi gouvernemental qui passera au Sénat et ensuite qui passera à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un projet de loi qui sera en Conseil des ministres avant l'été, hein, on est bien d'accord, et qui probablement sera voté ou pas, d'ailleurs, on verra bien, à l'automne. C'est bien cela? Oui. Caroline Yadan, hein? Oui. Bon, je vais vous poser des questions directes et précises. Pourra-t-on dire
que l'État d'Israël est criminel, raciste et génocidaire. Mais bien sûr, parce que cette loi ne vient pas viser la critique, même virulente, de l'État d'Israël. Cette loi ne vient pas museler la défense du peuple palestinien. Cette loi n'est pas une loi de circonstance, c'est pas une loi d'émotion, c'est une loi sérieuse qui a été travaillée avec le Conseil d'État. C'est une loi qui reprend à la virgule près les préconisations rédactionnelles du Conseil d'État. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Conseil d'État a envisagé tous les garde-fous possibles pour justement qu'il n'y ait aucune atteinte à l'article 10 de la Convention européenne. Alors vous me dites oui ou non. Je vous pose 3-4 questions. Pourra-t-on dire que l'État d'Israël est criminel, raciste et génocidaire ? Oui. Qu'il doit être détruit, oui ou non ? Non. Ça, non, c'est la limite. C'est l'appel à la destruction d'un État reconnu par la France, premier garde-fou, conformément des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, deuxième garde-fou, et conformément à la charte, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et conformément à la charte des Nations Unies, troisième garde-fou. Sauf que la loi, elle n'indique à aucun moment dans le dispositif le mot Israël. Sauf que, en fait, quel est l'État au monde dont la critique, quel est le seul État au monde dont la critique fait l'objet d'un appel à la destruction ? Et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Le seul État au monde, et on peut se demander pourquoi, dont la critique fait l'objet d'un appel à la destruction, c'est l'État d'Israël. J'écoutais Luc Ferry récemment, je le cite. Il parlait des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir, les ministres. S'ils n'étaient pas juifs, ils seraient au parti nazi, a-t-il dit. Est-ce que ce sont des propos qui seront condamnés par la loi ? Non. Non ? Non. On a le droit de dire ça ? Oui. Bon. Si je dis Free Palestine, suis-je antisémite ? Alors, d'abord, ce ne sera pas condamné par la loi, que ce soit très clair. Free Palestine, on pourra crier Free Palestine dans la rue. On pourra toujours crier Free Palestine, mais je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a cet été, ça a été l'été dernier, donc en 2025. L'été 2025, il y a eu un déferlement d'actes antisémites. Et parmi les faits que je reçois un jour, on est en plein mois d'août, il y a des juifs religieux qui sont en France, en montagne, parce qu'ils se réunissent en montagne. Et ils vont voir toutes leurs voitures taguées avec Free Palestine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le lien entre des juifs religieux qui n'ont rien à voir avec ni la nationalité israélienne, ni a priori Israël, même s'ils ont le droit d'être attachés à Israël, mais on va pas sonder leur cœur un par un, on ne les connaît pas. On sait juste qu'ils sont juifs. Et on va taguer sur leur voiture Free Palestine. Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là de taguer Free Palestine sur des voitures de personnes dont on a identifié? C'est donc Free Palestine, c'est un slogan antisémite. Vous savez ce que c'est Free Palestine à ce moment-là, quand on tague à ce moment-là sur des voitures de juifs identifiés comme tels? Ça veut dire Judenhaus. Ça veut dire les juifs dehors. Mais comme on parle de Free Palestine, on se dit mais pas du tout. C'est pour 2 États palestiniens, c'est pour la paix dans le monde, etc. Mais on se fout de qui en fait à ce moment-là? Je veux dire, quand on identifie des juifs parce que juifs et qu'on vient inscrire ces mots-là, ça veut dire quoi derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pardon, mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que ce sont à ce moment-là des inscriptions de rejet de l'autre, d'essentialisation de l'autre par rapport à la naissance. Est-ce que vous soutenez la politique conduite par Benjamin Netanyahou? Il y a des questions qui demandent des longues... ça c'est une façon de répondre, de ne pas répondre, Caroline Yadan. Il est évident que par exemple, par cœur. Il est évident que par exemple, lorsqu'il y a des exactions commises, des violences commises, et il faut une réponse. Mais des violences commises par qui? Des violences par l'armée israélienne? Non, alors de toute façon, par l'armée israélienne qui tue, qui détruit
qui détruit des maisons, qui détruit des cultures en Cisjordanie? Alors, et qui commet des crimes de guerre ou pas? Est-ce que vous savez, par exemple, que la Cour suprême s'est saisie en Israël, puisque Israël reste un État de droit, que la Cour suprême s'est saisie et a prononcé de nombreuses condamnations, Cour suprême dans laquelle siègent des magistrats arabes, hein, je vous le rappelle. Oui. Donc la Cour suprême a condamné à de très nombreuses reprises, y compris à la prison ferme. Mais ça continue. À la prison ferme, des personnes qui avaient par exemple incendié des mosquées ou incendié des biens palestiniens, cette Cour suprême-là a donc été saisie de choses qui n'étaient pas acceptables. Et je vais reprendre les paroles du président Herzog, que j'admire énormément. Et le président Herzog, il a évidemment condamné ce qui se passait, ces exactions-là, ces condamnations-là, mais pourquoi aussi... continue-t-elle? Mais si elle Pourquoi continue-t-elle? Parce que le président Herzog n'est pas Benjamin Netanyahou, Caroline Yadan. Oui, alors, bien sûr. Mais d'abord, si elle continue, il faut continuer à condamner judiciairement. Mais il y a aussi des choses qu'on ne dit pas. Par exemple, vous parlez de la Cisjordanie. La politique de pay for slave. Vous savez, lorsque la France a reconnu l'État palestinien, il y avait notamment cette condition que l'autorité palestinienne abandonne la politique de pay for slave, qui est une politique de prime au terrorisme, de prime aux tueries et aux assassinats, puisque chaque terroriste qui va commettre un attentat, aura une prime de l'autorité palestinienne. De la même manière, et donc ça, c'est toujours en cours. De la même manière, il y a cette éducation à la haine, et j'avais déposé une proposition de résolution sur cette éducation à la haine. Quand vous apprenez dès le plus jeune âge, aux jeunes enfants, dans par exemple des exercices de mathématiques, à compter des cercueils de juifs, lorsque vous leur dites que être martyr demain, c'est le bonheur absolu, lorsqu'ils apprennent des comptines sur cette haine-là. Comment vous voulez bâtir la paix? Vous savez, moi, je suis une femme de paix et j'ai participé dans ma jeunesse à une opération pendant plusieurs années qui s'appelait le Voyage pour la paix, qui faisait venir à l'époque en France des jeunes enfants, adolescents, palestiniens et israéliens pour qu'ils se parlent, pour qu'ils fassent du sport ensemble. Donc moi, je pense que je fais partie des optimistes. Vous voyez, la paix est possible, même si ce n'est pas toujours des relations extrêmement fortes, mais avec l'Égypte, avec la Jordanie. Moi, je pense demain qu'une paix est possible, par exemple, avec le Liban. Je pense demain que les accords d'Abraham sont quelque chose de formidable et que peut-être que l'Arabie Saoudite demain pourra s'y joindre et que depuis le 7 octobre, il y a une véritable évolution dans la région et il n'en reste pas moins. Évolution, on ne la voit pas, on ne la voit plus en tout cas. Elle est peut-être de fond, elle est peut-être, enfin aujourd'hui la situation... Les proxys de l'Iran sont quand même très affaiblis. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. On a quand même... voilà. Alors est-ce que... oui. Il y a quand même une grande évolution. Mais est-ce que ça justifie, j'écoute évidemment tout ce que vous dites, mais est-ce que ça justifie le comportement des colons israéliens en Cisjordanie? Je vous pose la question. C'est ce que je vous ai franchement, dit. Aucun comportement violent n'est acceptable. Aucun comportement. Donc doit être condamné. Bien sûr, mais c'est ce que je vous disais. Mais c'est avec l'assentiment, du gouvernement Netanyahou, Caroline Yadan. Eh bien, en tout état de cause, il doit y avoir s'il y a des violences, on ne peut pas brûler les biens d'autrui, on ne peut pas agresser l'autre. Empêcher les enfants d'aller à l'école. On ne peut pas agresser l'autre, etc. On ne peut pas. Mais il y a, et c'est pour ça que je commençais par ça tout à l'heure, on ne le dit pas assez, mais tous les jours, les tribunaux israéliens sont saisis de plaintes qui aboutissent à des arrêts de la Cour suprême qui confirment ces condamnations, notamment aussi
à de la prison ferme. Et il faut savoir aussi qu'en Cisjordanie, il y a le djihad islamique qui est très actif. Il y a ce pay for slay qui continue. Il y a cette éducation à la haine qui continue. Vous savez, il y a 3 zones. Enfin, je ne vous apprendrai rien. Suite aux accords d'Oslo, il y a 3 zones, en fait. Il y a la zone A, la zone B, la zone C. Une administration sur la zone A. Mais les accords d'Oslo... 1 et 2. Le gouvernement n'en veut plus, Netanyahou. Écoutez, en tout cas, les accords c'est de la vieille histoire. En tout cas, c'est de la vieille histoire qui continue de s'appliquer, puisque ces 3 zones-là existent, administration uniquement palestinienne, administration à la fois palestinienne, à la fois israélienne, et administration israélienne. Donc ces accords d'Oslo-là, ils sont quand même solides, ils continuent à s'appliquer. Et moi, ce que je dis, et ça faisait partie aussi de ce que je disais à l'époque, je veux dire, pour avoir la paix, on ne peut pas, mais de quelque côté que ce soit, on ne peut pas continuer à éduquer étatiquement, et c'est pour ça que je parlais de l'éducation sur les manuels scolaires palestiniens sur lesquels je me suis penchée, mais c'est effrayant. Comment voulez-vous, quand on éduque, quand un petit gamin de 4 ou 5 ans, on lui met autour de la taille des bombes, des simili-bombes pour qu'il aille se faire sauter en lui disant « c'est ça ton avenir demain, de devenir un martyr du djihad », comment voulez-vous qu'un enfant qui est endoctriné à cette haine-là puisse même envisager la paix ? Oui, Caroline Yadan, mais aujourd'hui, l'actualité fait qu'il y a une guerre entre le Hezbollah et Israël, que Israël occupe une partie du territoire libanais, le sud du Liban. Ceux qui font la guerre sont des voleurs qui dérobent notre avenir paisible. Vous savez qui a dit ça ? Le pape Léon. Vous représentez le Vatican, c'est les Français qui... Les Français du Vatican, oui. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, encore une fois. Je ne représente pas le Vatican. Je peux être favorable à cette guerre au Proche-Orient, ajoute-t-il, et il condamne Israël. J'ai en mémoire l'image d'un enfant musulman tué au Liban, qui, lors de ma visite au Liban, se tenait là en brandissant une pancarte disant « Bienvenue, pape Léon », et il vient d'être tué. L'armée israélienne occupe le sud Liban. C'est une armée d'occupation. Caroline Yadan ? Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, le Hezbollah a pris en otage un pays entier qui s'appelle le Liban, au service d'un État qui s'appelle l'État islamique d'Iran. Le Hezbollah est reconnu comme une organisation terroriste par de très nombreux pays, y compris beaucoup de pays arabes, que ce soit l'Union et aussi l'Union européenne, l'Allemagne, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Je rappelle, et je veux avoir aussi une pensée pour ces 58 parachutistes français qui sont morts, assassinés à Beyrouth en 1983 par un attentat du Hezbollah, qui continue de sévir au Liban et qui devait, je le rappelle, depuis 2004, il y a des résolutions à l'ONU qui prônent et qui demandent une démilitarisation et un désarmement du Hezbollah depuis 2004. Et puis c'est renouvelé avec les mandats de la FINUL. À chaque fois, les résolutions sont reprises. Et qu'est-ce qu'on constate en fait ? On constate que les populations du nord d'Israël ne vivent pas normalement, pas depuis le 7 octobre, depuis des décennies, depuis que le Hezbollah est là. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah, devant la FINUL, devant aux yeux et au su de la FINUL, a continué non seulement à s'installer, mais à s'armer et à construire des tunnels. Et vous savez à quoi ils servaient, ces tunnels ? Ces tunnels servaient à reproduire le 7 octobre. Donc on a une population israélienne du nord d'Israël qui ne vit qu'au travers de ces abris. C'est-à-dire, il faut s'imaginer... Comme la population du sud-Liban, d'ailleurs. Aujourd'hui, oui, mais ça fait depuis 2004. C'est-à-dire qu'on a une population là du nord d'Israël... Comme la population de Gaza. Aussi. Gaza qui est rasé à 80%, je le rappelle. Donc là, on parle du Hezbollah. Oui, vraiment. Oui, je parle du Hezbollah. Donc je vous dis... Donc, Hezbollah, Hamas. Le Hezbollah, exactement, les cousins, et c'est toujours l'Iran. Oui, donc lorsque on est un habitant d'Israël, du nord d'Israël, et que depuis 20 ans, on vit
sous les roquettes, sous les menaces des roquettes, sous les alertes. Faut savoir juste, moi j'étais en Israël pendant 3 semaines, où j'ai vécu la guerre telle que le vivent aussi les Israéliens. Les alertes, il faut descendre aux alertes quand on a des petits-enfants, par exemple, en pleine nuit, etc. Donc, on a des enfants qui sont traumatisés depuis des décennies. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On rase de l'autre côté de la frontière. Qu'est-ce qu'on fait ? On détruit les villages, on tue les civils, on rase pour être tranquille, pour avoir une zone dite tampon. C'est ça la politique ? Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le gouvernement libanais. Parce que qu'est-ce que dit le gouvernement libanais ? Depuis mars dernier, le gouvernement libanais a signé, en tout cas pas a signé, mais a commencé des pourparlers et des discussions avec Israël en direct. Pourquoi ? Parce que le gouvernement libanais a le même objectif. L'intérêt est commun avec Israël. C'est quoi ? C'est de désarmer ce Hezbollah-là qui, encore une fois, qui prend en otage. Et donc, ces accords-là, qui j'espère vont être signés, ont d'abord eu pour fonction que le gouvernement libanais dise le Hezbollah est hors la loi. C'est la première fois qu'ils ont dit ça. Avec Israël. Aux côtés d'Israël. Et donc, le Hezbollah est hors la loi. Et donc, nous allons réfléchir aux côtés d'Israël. C'est la première fois que ça existe. Et donc, moi, je veux vraiment m'attacher à ces signes-là positifs. Aux côtés d'Israël, nous allons voir ensemble, parce que le gouvernement libanais, en réalité... J'ai lu les déclarations du général Aoun, et il ne dit pas vraiment ça aujourd'hui. Le gouvernement libanais, aujourd'hui, n'a pas les moyens matériels... Il demande à Israël de se retirer du sud Liban, c'est clair. Mais aujourd'hui, le gouvernement libanais veut agir de concert, puisqu'il n'a pas les moyens de désarmer le Hezbollah, veut agir de concert avec Israël pour pouvoir enfin faire en sorte de se débarrasser du Hezbollah. Et moi, et encore une fois, c'est peut-être parce que je suis optimiste, mais je ne désespère pas vraiment qu'un accord de paix puisse intervenir de la même manière qu'il est intervenu avec l'Égypte et avec la Jordanie, demain avec le Liban et demain avec l'Arabie Saoudite. Sans Netanyahou au pouvoir, est-ce que vous pensez que la paix serait plus facile ? La paix, vous savez, ça fait 80 ans qu'en réalité, les dirigeants israéliens, et donc je vous parle aussi des décennies qui ont précédé, et on y a cru à la paix. Vous voyez, avec les accords d'Oslo, on y a cru à la paix. Donc moi, je veux continuer à croire à la paix, mais pour ça, il faut aussi savoir connaître l'histoire. Vous voyez, en 2008, il y avait un accord, à l'époque, c'était Ehud Barak, en 2008, qui donnait 97% du territoire à l'autorité palestinienne. Il y avait Jérusalem-Est comme accord. Il y avait quasiment la totalité de ce que souhaitait à l'époque. Et il y aurait pu y avoir un État palestinien. Et c'est encore à ce moment-là, on ne le dit pas assez, ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que les gens l'ignorent. Mais il y a eu à minima 4 accords potentiels de paix qui ont à chaque fois été refusés à l'époque par l'autorité palestinienne. Et encore une fois, tant qu'on continuera à endoctriner à la paix et tant qu'on donnera des primes financières aux familles des terroristes, on ne pourra pas avancer. Est-ce que, 2 questions, puis je passe à autre chose, Caroline Yadan, 2 questions quand même. Si vous étiez israélienne, vous voteriez Netanyahou ? Franchement. Écoutez, franchement, en l'état, je pense que je voterais plutôt pour la coalition qui est en train de se mettre en place. Vous ne voteriez pas pour Netanyahou ? Voilà, plutôt pour Bennett ou voilà. Donc vous ne voteriez pas pour Netanyahou ? En l'état, je ne pense que je ne voterai pas forcément pour Netanyahou, non. Bien. Est-ce que la politique israélienne nourrit l'antisémitisme en France ? Est-ce que le comportement justement de ce pouvoir israélien nourrit l'antisémitisme en France? Alors, est-ce que lorsqu'il y a eu Ilan Halimi, il y avait déjà, comme vous le dites, cette coalition d'extrême droite en Israël? Je vous pose la question. Non, mais moi, je vous repose une question. Parce que, en réalité, cet antisémitisme qu'on a vu évoluer n'est pas lié à Benyamin Netanyahou. Ce déferlement d'antisémitisme, cette marmite qui a explosé d'antisémitisme,
a vu une date, en fait, qui est la date du 7 octobre, comme point de départ d'une nouvelle ère. Vous voulez dire, attendez, oui. je m'arrête, oui. Caroline Yadan. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, LFI a profité du 7 octobre pour nourrir l'antisémitisme ? À partir du 7 octobre, c'est comme une marmite, en fait, comme un couvercle de marmite qui s'est ouvert, comme s'il était de nouveau autorisé de s'en prendre aux Juifs dans le monde et en France en particulier. Et on a vu des discours banalisés ou considérés que violer des femmes en masse, brûler des familles entières, commettre des massacres de civils délibérément, en appelant par exemple un membre de sa famille en disant « Maman, j'ai tué 10 Juifs » et la mère qui dit « Bravo, tu es un héros ». On a vu avec des GoPro filmer tous ces massacres-là, y compris dans des kibboutz de paix, des kibboutz qui prenaient la paix, qui étaient des kibboutz de gauche. On a vu avec ces discours-là se profiler quelque chose d'extrêmement nauséabond, comme si ça devenait permis, en fait. Comme si attaquer des Juifs, dans le cadre de ce qu'on peut qualifier d'un pogrom, comme on n'avait pas vu depuis la Shoah, c'était quelque chose qui pouvait devenir banal et devenir explicable, devenir quelque chose de légitime. Voilà. Et c'est ça ce qui a été nouveau. Ça veut dire quoi ? LFI complice ? LFI porte une très lourde responsabilité dans la montée de l'antisémitisme en France. Donc complice de ces crimes ? Non, mais ça, c'est vous qui dites complice de ces crimes. Je vous dis, si, parce que vous laissez entendre vous dites, LFI a utilisé le 7 octobre. Je dis que l'antisémitisme, c'est-à-dire les propos, l'entourage, la manière de dire d'LFI, même avant le 7 octobre, pour moi, était antisémite, mais... il est évident qu'après le 7 octobre, cette flambée d'antisémitisme, je veux dire, qu'est-ce qu'il dit ? LFI a utilisé le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Luc Mélenchon ? Il dit l'antisémitisme est dérisoire. C'est résiduel, pardon. Résiduel. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot, en fait ? C'est du négationnisme. C'est-à-dire que c'est une manière... C'est un négationniste. Il est négationniste, vous pensez ? Négationnisme sur l'antisémitisme actuel. Ce mot-là de résiduel, c'est dire ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est négationniste ? C'est de la même manière que de dire, voyez, quand une jeune fille se fait exclure à Sciences Po d'un amphi parce qu'elle est juive, et lorsqu'il qualifie cet incident d'incident dérisoire, pour moi, c'est la même manière, c'est la même chose que de dire quand Jean-Marie Le Pen dit c'est un détail de l'histoire. Ça n'a pas d'importance, vous voyez, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi donner tant d'importance à un phénomène ? Et là, en l'occurrence, on parle du pire massacre antisémite des Juifs. Donc, LFI a exploité ce massacre. LFI, en tous les cas, exploite l'antisémitisme à des fins électorales. Et donc a exploité le 7 octobre. Exploite l'antisémitisme à des fins électorales. Bien. Est-ce que Emmanuel Macron a commis une faute en ne se rendant pas à la marche contre l'antisémitisme en 2023 ? Vous lui avez dit, vous lui avez reproché ? Franchement, vous avez eu une discussion face à face, les yeux dans les yeux avec lui ? Non. J'ai pas eu de discussion face à face. J'ai fait savoir ce que je pensais et je pense qu'il aurait dû venir à cette marche qui était très importante. Vous le lui avez dit ou pas, non ? Je lui ai écrit. Il vous a répondu ? Non. Mais pour moi, oui, je n'ai pas du tout compris à ce moment-là pourquoi il ne descendait pas dans la rue. Je vous parlais tout à l'heure
de François Mitterrand, qui était descendu pour Carpentras, pour une tombe profanée. Pour moi, il était important, à l'appel de l'Assemblée nationale et du Sénat, de marcher contre cet antisémitisme qui explosait déjà après le 7 octobre, alors même qu'on avait dit le plus jamais ça, de voir le chef de l'État descendre dans la rue à ce moment-là. Caroline Yadan, vous avez travaillé sur une mission sur le prosélytisme dans le sport, et dérives communautaristes et islamistes. C'était cela, le titre de la mission, avec un co-rapporteur, Julien Audoul. D'ailleurs, c'est très curieux de vous retrouver avec Julien Audoul. Comment se fait-il qu'une mission soit comme ça confiée à deux députés qui sont totalement opposés politiquement ? Comment ça se passe ? On ne choisit pas, en fait. Voilà. On ne choisit pas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, notre groupe propose de faire partie, d'être rapporteur ou d'être membre, en fait, d'une commission d'enquête ou d'une mission flash. Et comme le sujet peut nous intéresser, on dit moi, je suis candidat ou je suis candidate. Et on se retrouve avec un autre rapporteur qu'on ne sait pas en fait qui ça va être. Voilà. Et donc, vous êtes retrouvé avec Julien Audoul qui a fait acte de candidature, en quelque sorte. Voilà. Bien, mission sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Ça va être suivi d'un projet de loi, d'une proposition de loi, d'un texte ? Il doit y avoir, je sais que le gouvernement réfléchit actuellement à un projet de loi gouvernemental pour être en quelque sorte la suite à la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, parce qu'il y a effectivement des préconisations qui peuvent être intéressantes et parce qu'il faut s'adapter en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Quelles préconisations faut-il soutenez-vous ? Écoutez, là en tous les cas, sur ce rapport-là, on a une demande. Laquelle ? Une demande qui m'apparaît légitime et vraiment, pour le coup, ça a été de toutes les fédérations d'harmoniser la législation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des fédérations qui interdisent le port du voile, par exemple, dans la compétition. Mais il n'y avait pas dans ce rapport que le port du voile. Il y a par exemple les vestiaires réservés, la volonté de ne pas croiser des filles dans les mêmes endroits, la volonté de ne pas saluer l'arbitre, la volonté d'être du côté, de ne pas pratiquer par exemple le sport certains jours ou de respecter même sur des compétitions très importantes une volonté de respecter un certain calendrier, etc. Donc il y avait beaucoup de choses en fait dans ce rapport, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fédérations qui sont démunies parce qu'il n'y a pas de loi à part concernant les compétitions nationales. Il n'y a pas d'harmonisation sur ce que doivent faire les fédérations. Donc il y en a qui prônent certaines interdictions et puis d'autres pas du tout, etc. Et on a une sorte de cafouillage comme ça, et donc ça m'apparaît important d'harmoniser le droit. Alors, l'un de vos autres combats, c'est aider les familles monoparentales. D'abord, pourquoi ce combat ? Pourquoi est-ce que vous avez épousé cette... Mais non, cet engagement. Parce que je suis avocate en droit de la famille, que j'ai vu beaucoup de désespoir, parce que je l'ai vécu aussi. Oui. J'étais divorcée avec des enfants en et donc très bas âge. Vous avez élevé des enfants vous avez en élevé bas toute âge, seule vos enfants avec un père qui était quand même là, qui avait un droit de visa d'hébergement, mais on va dire que j'étais seule avec un métier très prenant, avec des enfants en bas âge, avec des grosses difficultés financières à l'époque, il y a plus de 20 ans. Donc j'ai à la fois par ma pratique professionnelle et à la fois par ma vie personnelle, j'ai pu constater les difficultés auxquelles pouvaient être confrontés. Quelles sont les plus grandes difficultés ? Le quotidien. Le quotidien, gérer le quotidien, avoir ces casquettes multiples quand on a un métier, mais surtout beaucoup de difficultés financières. On doit élever 3 enfants. Avec vous rappelez vous-même ? Oui, mais c'est pour ça que je vais porter, une autre... c'était quoi une difficulté ?
là là. Moi, j'allais chez alors, je sais qu'on ne cite pas de nom à l'antenne, mais j'allais, on va dire, dans un supermarché très low cost et je m'achetais 4 patates au lieu de 5. C'était ça. C'était ça. 4 pommes de terre au lieu de 5. C'était ça. Parce que vous n'aviez pas les moyens d'en acheter 5. Parce que je travaillais à l'époque à mi-temps, parce que voilà, à l'époque, la pension que je devais recevoir, je ne la recevais pas toujours, et parce que il avait 3 enfants, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Donc c'était un vrai sujet. Vous vous souvenez de ces fins de mois, oui, ça, je peux vous dire que les fins de mois difficiles, je les ai largement connues. C'est vrai. Et donc c'est aussi pour ça que je vais porter, vous voyez, une autre loi Yadan qui n'a rien à voir là, sur laquelle je réfléchis, sur aider sur 2 points particuliers les familles monoparentales, sur notamment les pensions alimentaires et le droit de visite et d'hébergement. Voilà. C'est-à-dire pension alimentaire. Pension alimentaire, c'est-à-dire qu'en fait, j'imagine là créer ce qu'on pourrait appeler une surpension. Lorsque en général le père, alors c'est en général, hein, pardon de faire une généralité, parfois c'est le contraire, mais c'est souvent la mère. Donc quand le père décide par exemple de ne pas exercer ses droits de visite et d'hébergement, c'est un droit et pas une obligation. Et combien de fois j'ai été confrontée dans le cadre de mes dossiers d'avocate en droit de la famille à des jeunes, enfin des femmes qui avaient leur ex-époux, leur père de leurs enfants, qui ne venaient pas. Qui ne venaient pas chercher les enfants. Qui ne venaient pas chercher les enfants. Et donc, de ce fait, il y avait un surcoût. Oui. Un surcoût, automatiquement. Voilà. Ça vous est arrivé. Et donc, ça vous est arrivé. Oui, un petit peu. Alors, c'était moins sur ça que sur autre chose. Sur la pension, oui. Et donc, une surpension alimentaire, ça viendrait simplement combler l'absence d'exercice du droit de visite et d'absence d'exercice effectif du droit de visite et d'hébergement du père. On augmente la pension. Au prorata, on augmente la pension. Il n'y a pas d'obligation, il ne peut pas y avoir d'obligation absolue d'exercer son droit de visite et d'hébergement. Par contre, une conséquence directe, normale, financière. Voilà, ça c'est la première partie. Et la seconde partie concerne la fiscalité de la pension alimentaire et des frais exceptionnels. Le fait que ça soit fiscalisé pour la mère, c'est du revenu en plus. Et ce revenu en plus va pouvoir peut-être être pénalisante pour elle. Et elle, peut-être à cause de ça, elle ne pourra plus percevoir des allocations familiales. Donc vous souhaitez défiscaliser ces frais exceptionnels. Et pour la mère et pour le père. Exactement. Ces frais exceptionnels, en fait, pour la mère et pour le père. Voilà. Et pour les pères qui ne paient pas leur pension alimentaire. Ça existe. Il y a déjà, ça existe, mais enfin bon, la loi... Alors, non, mais ça, et puis l'État prend le... Donc voilà, on verra après comment cette loi évolue, s'il y a des choses à rajouter, etc. Moi, je me tiendrai évidemment à la disposition. Est-ce que ça devrait devenir un délit, d'ailleurs ? Est-ce que c'est un délit ? C'est déjà un délit. C'est déjà un délit qui est un délit d'abandon de famille. Suffisamment puni ? Oui, c'est un délit d'abandon de famille. Il y a déjà pas mal de décisions là-dessus. Bien. Caroline Yadan, merci. Merci à vous. D'être venue nous voir aujourd'hui, d'avoir parlé librement. Merci beaucoup, Caroline Yadan, d'être venue nous voir dans notre podcast Bourdin Média. Merci. Vous, évidemment, vous abonnez et puis vous likez. Nous regardons toutes vos réactions, bien évidemment.